Bonjour et re-bienvenue sur The Crime Reel. L'affaire d'aujourd'hui a divisé police et public sur sa légitimité. Était-ce un meurtre ou un suicide ? Après avoir passé beaucoup de temps à étudier les détails de cette affaire, j'ai du mal à croire que cela ait un jour été remis en question. Samedi 18 avril 1987, samedi de Pâques. Belle journée ensoleillée. Vers 5 heures cet après-midi-là, une femme promenait son chien près du lac Taplow à Maidenhead. Elle a vu ce qu'elle pensait être un corps dans l'eau peu profonde au bord du lac. La femme a couru vers la route principale et a fait signe à une camionnette occupée par 2 hommes. Les 3 personnes sont retournées au lac et ont vu le corps d'une femme face contre l'eau. Ses mains étaient attachées derrière son dos et ses pieds étaient liés ensemble. Ils ont rejoint l'eau et ramené le corps au bord du lac. Le corps était déjà raide et il était évident que la femme était morte. Elle avait aussi été bâillonnée. La police a été appelée et en quelques minutes, les premiers agents étaient arrivés. Le corps a rapidement été identifié comme étant celui de Shani Warren, âgée de 26 ans. Shani était secrétaire et vivait en colocation avec 2 autres femmes sur Neville Close à Stockport dans le Buckinghamshire. Elle était extrêmement proche de ses parents et parlait à sa mère tous les jours. Sa mère a décrit leur relation comme étant celle de meilleurs amis. Shani avait aussi 2 frères, Stéphane et Geoffroy. La veille, elle avait rendu visite à son père vers 10 heures du matin pour emprunter une rallonge afin de pouvoir tondre la pelouse devant chez elle. Un voisin l'a vu faire cela dans l'après-midi du 17 avril et se souvient avoir vu Shani charger un sac noir rempli de tonte de gazon dans le coffre de sa voiture avant de partir. Ses parents vivaient dans une maison avec un grand jardin et Shani y apportait souvent ses tontes de gazon pour alimenter leur feu de joie. Vers 6 heures ce soir-là, Joe, le père de Shani, 57 ans, a remarqué que sa fille n'était pas encore arrivée. Elsie, la mère de Shani, se rappelait avoir dit que leur fille était sans doute sortie avec des amis. Quelle belle soirée ensoleillée. Et sans doute ils la verraient le lendemain. Cependant, le lendemain apporterait la nouvelle dévastatrice que le corps de leur fille avait été retrouvé dans un lac à Taplow, à environ 13 km de là. Alors que le corps et les environs étaient examinés et photographiés. Un certain nombre de faits, et parfois des informations apparemment contradictoires, ont été révélés. La Vauxhall Cavalier noir de Shani était garée sur une aire de repos à côté du lac. Cette aire de repos se trouvait le long de la A4, une route très fréquentée avec beaucoup de circulation. Ceux qui connaissaient bien Shani ne comprenaient pas pourquoi sa voiture était garée là. S'il y avait eu une altercation, cela aurait sûrement été vu par quelqu'un sur une route aussi fréquentée. Toutes les portières étaient bel et verrouillées, sauf celle du conducteur légèrement entr'ouverte. Le siège du conducteur était complètement incliné. Un œuf de Pâques était dans le plancher de la voiture. La police a trouvé près du lieu un sac de cordes de remorquage et conclut que Shani avait été bâillonnée et ligotée avec des objets de son véhicule. Un examen médico-légal de la voiture était clair. Il n'y avait ni sang ni signe de lutte dans son véhicule. Dans la zone où le corps de Shani a été retrouvé. La police a trouvé de multiples petites empreintes dans la boue qui correspondaient aux chaussures à talons aiguilles que Shani portait à ce moment-là. Cependant, il n'y avait aucune autre empreinte, ce qui donnait l'impression que Shani s'était rendue seule au bord du lac. Une fouille du lac a révélé un câble de démarrage noué en nœud coulant. Les mains de Shani étaient liées avec le second câble de démarrage. La police a également trouvé une carte adressée à Sir Roger. Alors que la lumière déclinait ce soir-là, le médecin légiste est arrivé sur place. Le docteur Benjamin Davis, médecin légiste expérimenté du ministère de l'Intérieur, a été informé sur la scène et les photos. Il a regardé de l'autre côté du lac et a commenté qu'il semblait que Shani s'était fait cela elle-même. Lors de l'autopsie, Benjamin a vu pour la première fois le corps de Shani. Un bâillon était noué autour de sa bouche avec un simple nœud. Ses pieds
étaient attachées avec la corde de remorquage de la voiture et ses mains liées derrière son dos avec la pince crocodile rouge. En raison de la rigidité du câble de la pince crocodile, ses menottes de fortune étaient relativement lâches, au point que Shani aurait pu retirer ses mains facilement. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle et Shani était entièrement vêtue lorsqu'elle a été retrouvée. Elle portait un jean très serré qu'il aurait été quasiment impossible de remettre après sa mort. Elle avait une manucure parfaite qui n'avait été abîmée d'aucune façon, et elle ne présentait aucune blessure de défense sur le corps. Aucune trace de drogue ou d'alcool dans son organisme. Shayney avait de l'eau dans les poumons, donc elle était vivante en entrant dans le lac. Il est mort noyé. Tenant compte de tout cela, le médecin légiste du ministère de l'Intérieur a conclu qu'elle n'avait été ni agressée sexuellement, ni assassinée. Il pensait que Shani avait mis fin à sa propre vie. Les personnes proches de l'affaire étaient endivisées. Shani est-elle morte de sa propre main ou aux mains d'un monstre ? Si c'était un meurtre, pourquoi n'y avait-il aucun signe de violence ou de lutte ? Pourquoi n'y avait-il qu'une seule série d'empreintes de pas ? Et comment a-t-elle traversé le fil barbelé et la clôture grillagée qui entouraient le lac ? Mais d'un autre côté, est-il raisonnable de supposer qu'elle a mis fin à ses jours ? Elle n'a laissé aucun mot à personne, même pas à sa famille, à laquelle elle était très attachée. Et Shani n'avait jamais montré de signe de dépression. Et pourquoi se serait-elle attachée et bâillonnée avant de se donner la mort ? Même la salle d'enquête était partagée sur la nature exacte de leur enquête. Au début, tous les journaux ont publié des gros titres parlant de meurtre, y compris le titre « Shani, 26 ans, ligotée et bâillonnée, jetée à la mort. L'horreur de la fille du tombeau du lac, crime atroce et apparemment sans mobile, ligotée, bâillonnée et jetée dans un lac. Cauchemar d'une jeune fille laissée à se noyer par son meurtrier. » Cependant, il a rapidement été rapporté que les enquêteurs n'excluaient pas la possibilité que Shani se soit donné la mort, les journaux affirmant que l'affaire déconcertait la police et qu'elle intriguait les enquêteurs, car il n'y avait aucun signe que Shani se soit débattue, aucune autre blessure et aucune preuve d'agression sexuelle. Le frère de Shani, Stéphane, était en colère face à cette suggestion, déclarant « C'est tout simplement ridicule ». Comment peuvent-ils suggérer qu'elle se soit attachée les mains dans le dos, qu'elle se soit mis un bâillon dans la bouche, qu'elle se soit attachée les chevilles et qu'elle ait sauté dans le lac ? Elle n'était pas déprimée et elle avait tout pour vivre. L'enquête de la police a continué jusqu'à certitude. Ils ont interrogé sa famille, ses amis, ses ex-petits-amis et ses collègues. Un ami et collègue de travail a déclaré que Shani était enthousiaste à l'idée du long week-end de Pâques et qu'elle avait prévu d'acheter des œufs de Pâques, de faire quelques corvées, de sortir avec des amis, puis d'aller à l'appartement de vacances familial à Bournemouth avec ses parents. Les deux avaient prévu de se retrouver le mardi suivant. Il a été établi que Shani était sortie dîner le 16 avril dans un restaurant indien avec un ex-petit ami, Roger Pell. À chaque visite dans ce restaurant, le personnel l'appelait Sir Roger, la personne à qui la police a trouvé une carte adressée sur la scène du crime. Roger avait appris la mort de Shani en lisant la une du journal et avait immédiatement contacté la police pour leur dire ce qu'il savait. Il a été longuement interrogé à plusieurs reprises, mais il a été écarté de toute implication. La police a essayé de déterminer si Shani aurait pu s'attacher elle-même. Une policière a essayé de reproduire la façon dont Shani avait été attachée et a constaté qu'il était impossible de le faire sans l'aide d'une autre personne. La famille de Shani ne croyait pas qu'elle se serait donné la mort. Elle était heureuse, tournée vers l'avenir, prête à vivre. Sa mère a déclaré que bien que Shani sache nager, elle ne supportait pas d'avoir le visage dans l'eau. Elle ne croyait absolument pas que Shani aurait pu faire cela elle-même. L'affaire a été présentée dans l'émission télévisée Crime Watch de la British Broadcasting Corporation, ce qui a conduit à une piste possible où quelqu'un avait vu une voiture noire en panne sur l'A4 du côté de Maidenhead, près du lac Taplow. 3 hommes et une femme étaient autour de la voiture. La voiture de Shani présente un défaut dans la boîte de vitesse. Est-ce qu'elle était tombée en panne, puis avait été attaquée ?
La police, qu'au 7 ans, grâce à un contact avec le service de dépannage AA, a découvert que cette voiture appartenait à une autre femme et n'avait aucun rapport avec l'affaire. Dans l'appel de Crime Watch, ils ont révélé que le sac à main en cuir marron de Chaney et ses clés de voiture avec un porte-clés Écosse manquaient. Ceux-ci n'ont jamais été retrouvés. L'appel a aussi suscité des témoignages supplémentaires. Une femme a déclaré qu'elle était garée sur l'aire de repos près du lac de Taplow vers 18h30 le vendredi saint, où elle avait vu une voiture verte et une femme qui pourrait avoir été Chaney en train de parler avec un homme. Un homme avait également contacté l'émission pour dire qu'il se trouvait dans la région le soir en question et qu'il avait vu un homme debout près du lac vers 19h. À proximité se trouvait une voiture vert foncé, peut-être une BMW. Il a décrit l'homme comme ayant entre 30 et 40 ans, les cheveux foncés et dégarnis, une corpulence de la quarantaine et portant un costume. En mai 1987, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. Un homme de 33 ans, du nom de Charles, avait mis fin à ses jours et laissé une note dans laquelle il accusait directement un autre homme d'être responsable de la mort de Chaney. Début juin, un portrait robot d'un homme que la police souhaitait interroger a été diffusé à la presse. Cet homme avait été vu de 22h jusqu'à la fermeture à l'Old Station Inn à Taplow, la veille de la découverte du corps de Chaney. Il avait entre 23 et 26 ans, portait un blouson beige et un pantalon foncé ou beige et peut-être des baskets blanches. Toutes ces pistes ont été entièrement examinées et ont été écartées une à une de l'enquête. En juin 1987, le coroner du sud du Buckinghamshire, Gene Roberts, a autorisé l'inhumation du corps de Chaney. Ces funérailles ont eu lieu le 15 juin 1987 à l'église Saint-Jacques de Gerrard's Cross, dans le Buckinghamshire. L'affaire traînait sans grand progrès. Un officier l'a décrite comme travailler dans l'obscurité. Pendant ce temps, les rumeurs selon lesquelles Chaney se serait suicidée continuaient de causer encore plus de douleur à la famille, qui avait désespérément besoin d'intimité, mais qui a au contraire trouvé l'insensibilité de la presse et de certains policiers extrêmement pénibles. 6 mois après la mort de Chaney, une enquête a été menée pour déterminer comment elle était décédée. Sa famille ainsi que les médias nationaux étaient promptes présents. Un expert en nœuds a été appelé au tribunal pour démontrer s'il aurait été possible ou non pour Chaney de nouer elle-même les liens qui attachaient ses mains et ses pieds. Il a fait la démonstration avec ses mains devant lui et, lorsqu'on lui a fait remarquer que les mains de Chaney étaient en derrière son dos, il a simplement retiré une main puis l'a replacée dans la boucle derrière son dos en raison du caractère lâche des liens. Il a passé 10 minutes à reproduire les liens sans aide, ce qui l'a amené à conclure que Chaney aurait pu les attacher elle-même, mais il n'y avait aucune preuve qu'elle l'avait réellement fait. Le docteur Benjamin Davis, le pathologiste, était également présent et affichait presque une certaine suffisance dans sa conviction que Chaney avait mis fin à ses jours, affirmant que cela avait évidemment été fait par mademoiselle Warren elle-même et que l'expert était d'accord avec lui, bien que l'expert ait seulement déclaré que c'était une possibilité. Benjamin ajouta que les nœuds étaient tellement amateurs qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un agresseur les attachait de cette manière précise. Selon sa théorie, Chaney se serait elle-même ligoté les mains et les pieds, se serait bâillonnée puis allongée dans 45 cm d'eau pour se noyer. La marque de ligature sur son cou indiquait qu'elle avait tenté de se stranguler avant de se noyer. Benjamin a fait des références à 3 autres cas sur lesquels il avait travaillé, où des personnes avaient tenté de se stranguler et s'étaient mis un bâillon avant de se noyer dans la baignoire. Un psychiatre de renom, le Dr John Hamilton, a également fourni des preuves lors de l'enquête. On lui avait demandé d'examiner plus de 7 ans de journaux intimes secrets de Chaney, et il n'a trouvé aucune preuve indiquant que Chaney était dépressive. Il a déclaré qu'il ne trouvait aucune raison de penser qu'elle aurait pu agir de manière aussi étrange et compliquée, ajoutant qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui se serait bâillonné et attaché les mains et les jambes avant de mettre fin à ses jours. Il était également extrêmement rare que quelqu'un simule un homicide dans ce genre de situation.
Le coroner a conclu qu'aucun des arguments n'avait été éprouvé et a donc rendu un verdict ouvert. Alors que l'affaire restait ouverte sans nouvelles pistes et qu'il subsistait un doute quant à l'existence d'un crime, la mort de Cheney n'était plus activement enquêtée par la police. La salle d'enquête a été fermée, un membre de la police de la Thames Valley déclarant qu'il n'y avait pas la moindre preuve permettant de suggérer qu'elle avait été assassinée, et ajoutant également que, puisque Cheney avait une peur disproportionnée de contracter le syndrome d'immunodéficience acquise par rapport à son mode de vie, et qu'elle avait aussi renoncé aux hommes tueurs à cette époque, il pensait en que ces deux éléments renforçaient fortement la théorie selon laquelle elle s'était suicidée. Sa famille restait convaincue qu'elle avait été assassinée et un voisin offrit une récompense de 10 000 livres pour toute information menant à la découverte du meurtrier de Cheney. Malheureusement, malgré la récompense offerte, cela n'a mené à rien. Il faudrait encore 10 ans avant qu'il y ait de nouveaux progrès dans l'affaire. En décembre 1997, la police avait découvert des similitudes frappantes entre la mort de Cheney et une série d'agressions sexuelles violentes contre des femmes dans le Leicestershire, le Yorkshire et le Nottinghamshire. L'opération Lynx a été chargée de retrouver l'homme responsable de ces attaques et a abouti à la plus grande enquête depuis celle du tueur du Yorkshire. Le délinquant était un prédateur sexuel extrêmement dangereux, violent et psychopathe, et il était évident qu'il avait le potentiel de commettre des actes de violence extrême et potentiellement un meurtre. Toutes ces victimes avaient le même mode opératoire. Il s'agissait de femmes seules qui étaient enlevées dans leur propre véhicule et conduites vers un endroit isolé où elles étaient agressées sexuellement à l'intérieur de leur voiture. Ensuite, on leur permettait de se rhabiller et on les emmenait dans un endroit où il y avait de l'eau. Elles étaient attachées et poussées dans cette eau. Les similitudes avec la mort de Cheney étaient frappantes. En mars 1998, l'opération Lynx a fait une percée. L'une des victimes avait dit à la police que son agresseur avait ramassé une enveloppe sur laquelle la police a pu relever une empreinte partielle. À l'époque, cette empreinte partielle ne pouvait pas être recherchée dans toute la base de données par ordinateur, donc la recherche devait être effectuée manuellement. Un profiler géographique avait déjà déclaré que l'auteur vivait très probablement à Leeds. Donc, pour restreindre la recherche, la police a établi une liste d'hommes qui avaient comparu devant les tribunaux de Leeds pendant 6 mois, avant et après la première infraction connue en 1982. Ils ont éliminé tous ceux qui ne correspondaient pas à la description physique de l'auteur, un homme blanc dans la trentaine ou la quarantaine, et ils ont rapidement trouvé une correspondance positive pour l'empreinte partielle. Clive Barwell a été arrêté et les tests acides désoxyribonucléiques ont prouvé que les 4 agressions à Leeds, Bradford et Nottingham étaient toutes liées à lui. L'enquête sur son implication dans la mort de Cheney s'est poursuivie. Une chronologie de la vie de Clive a été établie. L'aire de repos où la voiture de Cheney a été retrouvée était souvent fréquentée par les chauffeurs de poids lourds, les coursiers et les routiers. Clive était coursier lors de la mort de Cheney. Le vendredi saint 1987, Clive travaillait entre Swindon, Wiltshire, et l'aéroport Heathrow. Il avait des livraisons à effectuer dans le centre-ville de Maidenhead, qui n'est qu'à 1 mile de Taplow. 10 ans plus tard, la police était certaine d'avoir arrêté le responsable de la mort de Cheney. Lorsqu'on l'a interrogé, il a répondu « pas de commentaires » et il n'a eu aucune réaction lorsqu'on lui a montré des photos de Cheney. Lorsque son affaire a été jugée en 1999, Clive a plaidé coupable de 3 agressions sexuelles, d'une tentative de meurtre et de 4 enlèvements à la cour de la couronne de Teesside. Cependant, il n'y avait aucun lien médico-légal entre lui et Cheney, et malgré le fait que les enquêteurs pensaient qu'il était responsable du meurtre de Cheney, aucune accusation n'a été retenue contre lui pour ce crime. Encore une fois, Cheney n'obtenait aucune justice. Il faudrait encore 21 ans pour que cela change. En 2020, de nouvelles techniques ont été développées, pouvant être utilisées pour réexaminer des affaires non résolues importantes, et l'affaire de Cheney a été rouverte. L'équipe chargée de l'affaire était certaine qu'elle avait été assassinée.
Depuis 1987, les preuves de la scène, comme les câbles de démarrage, la corde de remorquage, le bâillon et les prélèvements sur les vêtements de Cheney, avaient été conservés dans des emballages scellés pour éviter toute contamination, même lors de leur examen, 33 ans plus tôt. Les analyses du bâillon ont montré la présence du sang de Cheney. On a également trouvé du sperme, qui a permis d'obtenir un profil acide désoxyribonucléique masculin et a prouvé l'agression sexuelle. Des prélèvements sur le soutien-gorge de Cheney ont permis d'obtenir aussi un profil acide désoxyribonucléique masculin partiel. C'était, espérons-le, tout ce dont la police avait besoin pour inculper Clive du meurtre de Cheney. Ils ont été choqués lorsque l'acide désoxyribonucléique ne correspondait pas. Au lieu de cela les a dirigés vers un autre homme, Donald Robertson, âgé de 66 ans, quelqu'un qui n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. Donald avait un casier judiciaire épouvantable, montrant qu'il représentait un immense danger pour les jeunes femmes depuis des décennies. Il a été condamné pour de multiples agressions sexuelles différentes et, durant la période de 20 ans entre sa première et sa dernière infraction, il n'a été en dehors de prison qu'environ 4 ans, santé, récidivant toujours quelques mois après sa libération. Au moment où l'acide désoxyribonucléique dans le meurtre de Cheney a été révélé, Donald était déjà incarcéré à la prison de Little Hay pour une autre infraction. Lors de l'interrogatoire par la police, Donald a répondu « Pas de commentaire à chaque question concernant Cheney ». Alors que la police approfondissait l'enquête sur la vie de Donald, ils ont découvert qu'il avait été arrêté pour suspicion d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans à Sla en 1958. À l'époque, il a nié toute implication et la jeune fille a dû subir une séance d'identification pour désigner son agresseur. Les règles de l'époque, qui ont heureusement changé depuis, obligèrent la jeune fille à identifier son agresseur en sa présence et à portée d'oreille. Traumatisée par cet événement, elle n'a rien dit et n'a identifié Donald qu'une fois sorti de la pièce. Cela a rendu l'identification irrecevable et aucune accusation n'a été portée contre lui, à l'époque. Heureusement, les preuves matérielles de cette affaire avaient aussi été conservées. L'acide désoxyribonucléique de Donald a été trouvé sur les sous-vêtements de la victime. La police a ajouté cette affaire d'agression sexuelle aux charges de meurtre et d'agression sexuelle visant Cheney. L'affaire a été examinée par la couronne de Reading en avril 2022, où le jury a appris que le sperme trouvé sur le bâillon était 1 milliard de fois plus susceptible de venir de Donald et que l'acide désoxyribonucléique sur les bandes du soutien-gorge avait 27 millions de fois plus de chances de venir de lui que d'une autre personne. Donald n'a même pas pris la peine d'assister au procès. Les preuves étaient claires, mais la police et les procureurs craignaient cependant toujours que le jugement totalement erroné du pathologiste, le docteur Benjamin Davis, des années auparavant, ne vienne encore une fois les hanter. Ils n'avaient pas à s'inquiéter. Le verdict a été unanime. Donald a été reconnu coupable et condamné à une peine minimale de 30 ans. Âgé de 66 ans, il est peu probable qu'il voie un jour l'extérieur d'une prison à nouveau. Le frère de Cheney, Stéphane, a décrit sa sœur comme chaleureuse et attentionnée et a déclaré que leurs parents, décédés l'année précédente, ne s'étaient jamais remis de sa mort. Il a ajouté que c'est l'une des tragédies de la vie que tout puisse être détruit en un instant. D'une manière ou d'une autre, Cheney a croisé la route de Donald Robertson, dont la pratique consistait à attaquer de jeunes filles et des femmes non accompagnées, les terrifiant pour les soumettre avec des menaces et des violences de cruelles. Nous ne pouvons pas imaginer ce que les derniers instants de la vie de Cheney ont dû être, mais vous conviendrez peut-être qu'aucune punition n'est suffisante pour son agresseur, un psychopathe et un lâche qui n'a même pas eu le courage de se présenter au tribunal ou de témoigner par visioconférence. L'affaire Cheney Warren est désormais close. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, je manque encore de temps cette semaine donc j'espère revenir avec des délits mineurs la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Le Crime Réel. Restez prudents, au revoir. L'affaire d'aujourd'hui venait de Maidenhead, célèbre pour le plus grand pont ferroviaire d'Europe construit par Brunel. Certains pensaient qu'il s'effondrerait au passage d'un train, mais comme il date de 1838, les critiques avaient un tort. Au revoir. Tort. Au sein